En connaissant Jean, qui a jamais touché un cheveu à quelqu'un, taper sa femme pendant 20 ans, en plus la violer, qui va le croire? Franchement, qui va le croire? C'est inimaginable de charger Jean comme ça. Ça je supporte pas. Comment on peut voir Jean violent? C'est impossible. C'est impossible. Nadine, bon, c'était une femme, d'accord, mais bon, elle avait quand même du répondant. Je crois qu'elle avait besoin de personne pour se défendre. Hein. Donc, pendant 20 ans, se prendre des coups sans rien dire, chapeau, hein, bravo. Hein. 20 ans, ça fait long quand même. Hein. Nadine avait une personnalité bien affirmée, donc on pouvait la craindre. Elle pouvait faire peur aussi à certaines personnes. Hein. C'est pourquoi, pour moi, elle ne pouvait pas avoir un profil de victime. D'ailleurs, il n'y a jamais eu la moindre plainte déposée. Il n'y a jamais eu le moindre certificat médical établi démontrant qu'elle aurait subi des violences. Donc, elle dit des conneries comme ça, pourquoi faire? Pour se disculper. Ça me met en colère dans le sens où elle n'assume pas. Elle n'assume pas ce qu'elle a fait. Quoi qu'on en dise, personne n'est détenteur de la vérité. Personne n'est en mesure de dire ce qui se passe dans l'intimité. Et absolument personne ne peut confirmer ou infirmer ce qui se passe dans une chambre. On n'en sait rien, c'est ça la vérité, c'est qu'on n'en sait rien. Peut-être que c'est faux, peut-être que c'est vrai, mais qu'on ne vienne pas affirmer et écarter d'un revers de main. Madame, vous n'avez subi aucune violence. On est qui pour dire ça? Il n'empêche que les gendarmes ne croient absolument pas Nadine. Mais loin d'être déstabilisée, elle accable encore un peu plus son défunt mari. Nadine, qui n'est avare de rien, elle va jusque même à avancer que Jean aurait tué le nourrisson que le couple a eu après Benjamin, un nourrisson âgé de 2 mois et demi, après l'avoir secoué jusqu'à entraîner sa mort. Elle est persuadée que la mort de son enfant est due à l'intervention de son mari. Alors, c'est pas confirmé par les spécialistes, mais en tout cas, elle en est persuadée. Bien évidemment, les enquêteurs ont sorti le dossier médical de ce bébé et le corps médical a été unanime pour dire que cet enfant n'a pas été secoué, car un enfant secoué, les médecins savent le détecter. Le bébé est mort d'une mort subite du nourrisson, comme ça arrive à cet âge-là. Mais la maman n'a pas hésité à s'emparer de ce malheureux et triste, dramatique épisode pour le mettre sur le dos de son mari. Nadine n'hésite pas à souiller la mémoire de son mari. Mais les gendarmes vont découvrir en fouillant son téléphone et son ordinateur qu'en réalité, c'est elle qui n'était pas une épouse modèle. L'exploitation de l'Internet et du téléphone montre que Nadine n'est pas la veuve éplorée que l'on peut imaginer, mais plutôt une veuve joyeuse. On se rend compte qu'elle échange avec beaucoup d'hommes. Nadine était inscrite sur pas moins de 7 sites de rencontres. Et cela, non seulement durant la période qui ont suivi immédiatement le décès, le meurtre de son mari, mais la période antérieure. Ça a duré depuis un moment. On s'est aperçu que la veuve entretenait pas moins de 6 relations avec 6 hommes différents. Le mot veuve joyeuse, c'est celui qui s'adapte le mieux. Est-ce que ça en fait pour autant quelqu'un qui doit participer à telle ou telle chose? Je pense vraiment que c'est un domaine qui ne devrait pas rentrer en ligne de compte. On lui en veut pas. Elle mène sa vie comme elle veut. Si elle a envie de tromper son mari, c'est son droit le plus strict. Ce qu'elle n'a pas le droit, c'est de tuer son mari. Et encore moins de contraindre son fils à tuer son père. Ça, elle n'a pas le droit. Quand les enquêteurs commencent à dresser le portrait de la mère, on va de plus en plus démontrer l'emprise exercée par la mère sur Benjamin, ado de 16 ans. Et c'est grâce à son art de la manipulation que Nadine a réussi à convaincre son fils, mineur, de commettre le pire des crimes, le parricide. Pour comprendre comment elle a pu avoir une telle emprise sur Benjamin, âgé de 16 ans,
il faut remonter à la jeunesse du couple Nadine-Jean. Ils se fiancent dans les années 90, alors qu'ils se connaissent depuis l'enfance. Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, et elle se fiance donc avec cette amie qu'elle a retrouvée, cette amie d'enfance. Et durant cette période de fiançailles, Nadine s'est déjà montrée infidèle, c'est-à-dire elle a fait fort, elle a commencé avant le mariage. Et passez-moi l'expression, je ne devrais pas en sourire, mais elle a commencé et bien commencé, puisqu'elle est tombée enceinte de cet amant. L'amant ne voulant ni la mère, ni le futur bébé, il fallait que Nadine se marie, et vite. Parce que on n'est pas en 2021, on remonte dans le courant des années 90 dans une vie sociétale où, voilà, c'est pas bien vu. Il faut bien se rendre compte de l'époque à laquelle où elle évolue, il faut bien se rendre compte de l'environnement géographique. On est dans l'arrière-pays, on est dans un village. C'est pas rien d'être mère célibataire dans l'arrière-pays. Ça tombe bien, elle était fiancée. Donc elle n'a pas d'autre solution que de dire à Jean qu'elle est enceinte. Donc lui était content, puisque sa fiancée était enceinte. Et voilà le couple fiancé qui se marie. Et peut-être que le drame, il commence là. Parce qu'au final, elle va mettre au monde un enfant avec un homme avec lequel elle se marie, qui n'est pas le père. En germe, on a déjà un drame. Et donc, voilà comment a débuté la vie de Benjamin sur un mensonge énorme. Le secret, c'était que Nadine qui le détenait. Elle et elle seule, et son ancien amant, qui avait disparu de la circulation, ça s'arrêtait là. 5 mois après son mariage avec Jean, Nadine donne naissance à Benjamin. Le couple est parents pour la première fois. Ils sont aux anges d'accueillir ce bébé. Ils affichent même l'apparence d'une famille modèle. Mais les années passent et Nadine, qui a toujours gardé son terrible secret, s'ennuie dans son couple. Elle n'aime plus Jean. Alors elle multiplie discrètement les amants et envisage de divorcer pour changer de vie. Elle avait cette vie dissolue dont elle avait besoin, ce caractère nymphomane, et en fin de compte, son mari était devenu un obstacle à sa vie sexuelle, quoi. Mais Nadine ne va pas tarder à comprendre qu'un divorce pourrait lui coûter cher. Le mari devient encombrant et inintéressant, et le divorce coûte cher. Elle s'est rendue compte qu'elle allait perdre de l'argent dans un divorce, et que c'était pas la bonne solution. C'est à ce moment-là que Nadine aurait pris la décision de supprimer ce mari qu'elle n'aimait plus. Et pour ne pas commettre l'irréparable toute seule, elle va se tourner vers ce qu'une mère a de plus précieux, son fils unique, Benjamin. Elle va alors tout mettre en œuvre pour que Benjamin, devenu adolescent, haïsse son père. Benjamin nous explique qu'il avait de temps en temps des coups de gueule avec son père, mais comme tout adolescent. Et qu'un jour, il s'est disputé avec son père, ils étaient au hangar ensemble, et qu'il est rentré à la maison en colère après son père, c'était une dispute futile, et il est rentré en disant à sa mère « je vais le tuer ». Et sa mère l'a pris au mot. Benjamin ne veut absolument pas supprimer son père, bien évidemment, c'était un coup de colère, mais il nous dit « ma mère était comme un enfant à qui on vient de donner une sucette, avec des grands yeux ouverts et un grand sourire ». C'est à partir de là qu'elle va commencer à travailler sur Benjamin pour qu'il vienne l'aider à tuer Jean. Ça a démarré vraisemblablement vers l'âge des 13 ans de Benjamin. La maman n'a eu de cesse que de monter le fils contre son père et d'amener progressivement, avec force, persuasion, manipulation, emprise, à amener son fils à la décision de tuer son père, ou du moins d'aider la mère à tuer son père. Il a fallu 3 ans pour ça. 3 ans de longs travaux préparatoires. Alors, tout y passait. Ton père est un salaud, il me frappe dans le ventre pour pas que j'ai de marque, il m'insulte en permanence, dès que tu tournes le dos, il m'insulte, il me viole tout le temps. Ça peut plus durer, et tout le temps, elle racontait ses balivernes. Benjamin ne se fie qu'aux déclarations de sa mère. Il n'a jamais été témoin de quoi que ce soit.
ni de gestes violents de la part de son père sur sa mère. Elle a dit à Benjamin, mais moi je ne t'ai jamais rien dit, ou je ne te dis rien, et je te dis pas la moitié du quart, pour te protéger, mon fils. Je veux pas que tu souffres de savoir ce que j'endure, mais voilà ce que j'endure, et tout le temps, et depuis longtemps. C'est en gros le discours qu'elle a tenu à Benjamin pour couper Benjamin qui aime son père, et qui est aimé par son père, pour le pousser au crime. Ça, c'est le premier étage de la fusée. Ça suffit pas. Voyant que Benjamin n'acquiesce pas au projet mortifère de sa mère, celle-ci va allumer le deuxième étage de la fusée. Deuxième étage de la fusée, c'est « Tu sais pas tout, mon fils. Tu avais un petit frère. Ton papa l'a tué. » Nadine explique à Benjamin que c'est Jean qui serait à l'origine du décès du nourrisson, de son petit frère, et qu'il l'aurait secoué et qu'il serait mort à cause de lui. Comment voulez-vous que Benjamin, âgé à l'époque de 13, 14, 15 ans, n'ayant aucun élément pour démontrer le mensonge de sa mère, comment voulez-vous qu'il ne croie pas sa mère? C'est sa mère qui le lui dit. Il n'a aucune raison de ne pas la croire. Il a secoué ton petit frère, qui avait 2 mois, et il est mort. C'est la faute de ton père. Il a cru. Il a cru. Deuxième étage de la fusée. Ça n'a pas suffi. Alors on allume le 3e étage. Le 3e étage est encore plus terrible. Le 3e étage, il a été allumé quelques semaines avant le meurtre de Jean. Voyant qu'elle n'y arrivait pas, qu'est-ce qu'elle lui dit à son fils? Mais ton père n'est pas ton père. Tu veux pas le tuer, c'est pas ton père. Non seulement il me frappe, il me viole, il me bat, il a tué l'enfant que j'ai eu avec lui, ton petit frère, mais c'est pas ton père. Ton père, c'est un tel. Le gamin, il a 16 ans. Il se construit par rapport à son père, et il apprend ça de sa mère. C'était 3 semaines avant, et ça a été le bouquet final. Elle a révélé à Benjamin ce qu'elle avait eu pendant 16 ans, et que celui-ci était à milieu d'imaginer. Ton père n'est pas ton père. Et donc, elle va lui expliquer qu'il n'a pas de remords à avoir, puisque de toute façon, ce n'est pas son père. Benjamin était un garçon fragile à l'époque, et tout ce que lui a révélé sa mère a fait que son armure s'est fendue, et que les quelques réticences qu'il pouvait avoir et qui le maintenaient dans ce schéma de ne pas tuer son père, et toutes ces résistances ont été anéanties finalement. Et quand sa mère lui explique que Jean n'est pas son vrai père, ça l'achève, hein, moralement. La carapace, elle commence à se fendre. Quand il apprend ça, il n'a plus de père finalement. Comment Benjamin pouvait imaginer un seul instant que sa mère était dans un processus d'emprise depuis des années? Et ça a été le bouquet final. Et là, il a basculé. Ça ne l'exonère pas de ce qu'il a fait. Ce qu'a fait Benjamin est horrible et affreux. Il ne faut quand même pas oublier qu'il a empoisonné, étouffé, étranglé son père pendant presque une demi-heure. Il ne faut pas l'oublier, on ne peut pas non plus l'oublier. Mais comment en est-il arrivé là? Comment un garçon aussi gentil, comment un garçon aussi aimant, comment un garçon aussi aimé de son père a pu en arriver là? S'il est en arrivé là, c'est que la notion d'emprise a fait son œuvre pendant des mois, des années. Le pauvre Benjamin a été mis dans l'entonnoir jusqu'à la fin et il n'a pas pu s'en sortir. Il s'en est pas sorti et il a tué son père.